L'élection de Donald Trump sera le sujet de l'émission Mercredi de l'espoir d'aujourd'hui, donc mercredi 13 novembre 2023. Voilà. Alors, la question à laquelle nous allons nous intéresser, est-ce que cette élection, est-ce que c'est le début d'un rebond civilisationnel ou pas, en définitive? Parce que beaucoup de gens placent quand même de l'espoir dans cette candidature, dans cette surprise, au moins de ce côté de l'Atlantique, compte tenu de tout ce qu'on nous raconte sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc, cette élection pose beaucoup de questions, et bien nous allons essayer d'y répondre, surtout celles qui nous intéressent, par rapport justement au renouvellement civilisationnel. Alors, est-ce que ça fonctionne bien le son? Oui, ça fonctionne bien. Voilà. Mais avant cela, bien entendu, nous allons, je dirais, nous inspirer d'un aphorisme du Tao Te Ching de Lao Tzu, en rapport, je dirais, plus ou moins direct avec le sujet de l'émission de ce soir. L'échec est une opportunité. Si tu blâmes autrui, jamais le blâme ne prend fin. Celui qui a de la vertu songe à donner. Celui qui est sans vertu songe à demander. La voix du ciel n'affectionne personne en particulier. Elle donne constamment aux hommes vertueux. Voilà, bon, je pense que ça fait écho en partie à cette réélection, puisqu'il y a eu un échec en 2020. Donc voilà, je pense que c'est opportun, mais ça fait aussi également écho au combat que nous menons à un P6R, à une perspective de la 12e République, depuis quelques années déjà maintenant. Alors, avant de démarrer cette émission, le sujet principal, je rappelle que nous nous réunissons tous les lundis soirs à 21h, c'est ce qu'on appelle un direct Agora. J'invite tout le monde à y participer, à discuter avec nous, à participer à la rédaction de la Constitution, à discuter sur les sujets d'actualité, sur les actions que nous tentons d'impulser ou auxquelles nous essayons de participer. Bon, c'est pas facile tous les jours d'essayer de participer dans la résistance, mais voilà, au moins on peut en discuter toutes les semaines, le lundi soir à 21h. Vous trouverez le lien sur le site internet de P6R. Alors, élection de Donald Trump, est-ce le début du rebond civilisationnel? Vaste question, je dirais. Hein. Alors, ce soir, comment est-ce que je vais traiter ce sujet? Il y a donc plusieurs points qui ressortent, je dirais. Hein. La première chose, c'est la signification de cette élection. La signification de cette élection, c'est quand même un échec du néolibéralisme. Hein. Malgré toute la puissance qu'ils ont, qu'ils déploient, notamment au travers des médias, eh bien, ils ont été mis en échec. C'est quand même quelque chose de tout à fait significatif et tout à fait important. D'ailleurs, on va venir développer un peu ce point. Trump, par ailleurs, deuxième chose importante, c'est qu'il est plus puissant. Hein. Il est très puissant, plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. Mais nous allons voir que toute médaille a son revers, c'est que le libertarisme, dont s'il ne se réclame pas forcément directement, mais qui l'inspire au moins dans son entourage, n'est pas la solution. Et par ailleurs, que le contexte général, c'est que le capitalisme est en bout de course et qu'en vérité, la politique que menaient les démocrates, et qui est menée par des gens de gauche comme de droite en Europe d'ailleurs, est l'état
fatale, terminale du capitalisme qui pourrit en définitive puisqu'il est décadent. Il y a une alternative qui se fait jour au niveau international, ça s'appelle les BRICS, ce sera la conclusion. Et puis il y aura quelques bonus en fin de vidéo pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Il manque une vision à cet assemblage hétéroclite. Mais nous allons y revenir. Donc déjà, la première chose, première signification importante, quand même qui est la plus notable, c'est l'échec du néolibéralisme. Les néolibéraux, l'oligarchie est en panne, parce que le couple Biden-Harris, malgré tout ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils ont tenté de faire, je dirais notamment en 2020, hein, et la domination, l'omniprésence dans tous les médias, le moteur de propagande, d'argent déployé, malgré cela, ils n'ont pas réussi à rester, à se maintenir au pouvoir. Et la défaite, elle n'est pas marginale, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu, je dirais, manipuler comme ils l'ont sans doute fait en 2020. La défaite est extrêmement large, puisque, vous voyez la carte des USA, 312 sièges pour Donald Trump, 226 pour Biden-Harris. C'est un écart quasiment de 100 représentants, c'est gigantesque, quoi, hein. Donc ça se joue pas de peu, c'est vraiment, c'est pas un raz-de-marée, mais enfin c'est quand même déjà une sacrée vague. Et non seulement cela, mais c'est également une défaite dans les chambres, c'est-à-dire il y a deux chambres, c'est un système à deux chambres aux États-Unis, là il y a le Sénat, où eh bien, ils ont la majorité, les républicains, donc derrière Donald Trump. Donc elle est assez large, hein, puisqu'on voit que c'est 53%. Hein, donc ça laisse une marge de manœuvre, hein, il ne dépend pas de un ou deux qui seraient plus ou moins, je dirais, plus ou moins fidèles, je dirais. Et puis à la Chambre des représentants, bon, tous les résultats, il y a encore des sièges qui sont en ballottage, parce que le système est un peu compliqué. Mais les républicains ont également une majorité de 49%. Donc il a non seulement la majorité pour lui-même, donc pour être élu président des États-Unis, mais il a également la majorité dans ce qui sera l'équivalent de ce que nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat en France. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est un autre système, mais il a la majorité également à l'Assemblée nationale. Donc, ce que nous n'avons pas en France, nous ne le savons que trop. Donc c'est vraiment un échec pour les néolibéraux, pour l'oligarchie au pouvoir et son idéologie dominante, et c'est vraiment une mauvaise surprise pour eux, hein. Je pense quand même qu'ils espéraient bien gagner, au moins que ça soit serré, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont enlevé Biden, qu'ils l'ont remplacé au pied levé, en déni des votes d'ailleurs des représentants des différents États du Parti démocrate par Harris, un peu par un coup d'État par anticipation, je dirais. Donc ils ont fait vraiment, je dirais, des pieds et des mains pour réussir leur coup, mais ils n'y sont pas parvenus. Ce qui n'est pas le cas en France, on voit bien que leur coup, il réussit parfaitement bien, ils contrôlent parfaitement bien les oppositions, et pour que de toute façon, ce soit eux qui se maintiennent au pouvoir d'une manière, c'est un peu similaire dans les autres pays, en Angleterre, dans les autres pays européens. Et mauvaise surprise pour eux, pour tous ces journalistes, voir leur mine, pour tous ces éditorialistes, pour tous ces pseudo-philosophes qui, BHL en tête, je dirais, se disent à quelle sauce ils vont être mangés, au Glucksmann, hein, pour les qui se pose un peu comme un penseur tout en faisant de la politique. Ils se retrouvent drôlement désappointés, je dirais. Donc ça se voyait bien sur leur mine, c'est pas l'idéologie qu'ils préconisent, hein. C'est une victoire de ce qu'ils appellent les populistes, du peuple, hein. Avec le mépris populiste, ils ajoutent un mépris, je dirais, à cette qualification populaire. D'ailleurs, ça les a obligés, c'est l'image là-haut, à organiser un sommet de l'UE en urgence à Budapest, à l'initiative d'Orban, qui a dû bien s'amuser, parce qu'il est pas un genre de nationaliste aussi, de populiste, comme ils les appellent en Europe, mais pour voir comment réagir à ce coup de théâtre
auxquels ils ne s'attendaient pas forcément. Sachant que le néolibéralisme fait face à une multitude de crises, hein, et qui se manifestent, je vais en donner 3 manifestations, mais qui sont quand même significatives. C'est simultanément l'éclatement de la coalition Scholz en Allemagne, où il y a un désaccord entre le ministre de l'économie et le chancelier Scholz, qui fait exploser sur le financement de l'Ukraine, hein, parce que c'est soit on prenait l'argent le ministre des Finances, il veut prendre l'argent de la sécurité sociale allemande pour l'envoyer à la guerre en Ukraine. Vous voyez, on en est aujourd'hui, hein. C'est ce qui a fait l'exploser cette coalition et qui, donc, on s'oriente sans doute vers des élections en Allemagne. Deuxième crise, celle de la France, qui est quand même politique, puisqu'on a bien vu toutes les difficultés de mise en place politique avec un gouvernement qui n'a pas de majorité, mais qui ne sera pas censuré, donc sans doute pas censuré, le gouvernement Barnier, donc qui marche sur des œufs, qui fait une politique à la fois qui pourrait être acceptée par Bruxelles, qui passera entre les mailles des gouttes de l'Assemblée nationale et du Sénat, et une crise politique et une crise financière et budgétaire en France. Hein. Donc là, on a une crise grave, parce que la France, c'est quand même un des pays majeurs quand même de l'Union européenne. Et puis, sur un autre continent, sur un autre registre, mais quand même de façon tout à fait significative, c'est le premier ministre japonais, le nouveau premier ministre japonais, qui visiblement est assez populaire également, hein, qui s'autonomise des USA. Il faut savoir que les États-Unis occupent de fait l'Allemagne et le Japon. Ils ont des troupes, hein, ils ont plusieurs dizaines de milliers de militaires en permanence, tant au Japon qu'en Allemagne. Ça s'appelle une occupation, hein, enfin être sous influence militaire, hein, plusieurs dizaines de milliers, c'est pas une petite base, hein, c'est quand même très sérieux. Et donc là, celui-là, il dit, bah, il faut qu'on revoie notre alliance, hein, il n'est pas pour sortir de l'alliance, mais il faut qu'on revoie notre alliance, pour s'autonomiser, en définitive, de la dépendance, et notamment militaire, aux États-Unis d'Amérique. On voit bien que ce sont des crises qui sont politiques, économiques, je dirais militaro-politiques, internationales. On voit bien que ces crises sont multiples. J'ai pris 3 exemples justement dans des champs relativement différents, mais qui révèlent que les néolibéraux au pouvoir, les libéraux libertaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont en difficulté, font face à de multiples crises. Et une des crises, c'est justement important, c'est que Trump est plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était en 2016. Parce qu'en 2016, il n'avait pas le parti républicain aussi aligné sur sa ligne. Hein, il y avait beaucoup de gens en fait qui jouaient un petit peu contre leur camp. Or que là, il peut pouvoir fonder l'équipe qu'il souhaite. Et en plus, il a une majorité claire dans les 2 chambres. Donc il est plus puissant qu'en 2016, beaucoup plus puissant, il a beaucoup plus les coups des franges, comme on dit, qu'il ne l'avait en 2016. Donc ça sera un révélateur, au moins sur les 2 premières années de son mandat, on va pouvoir voir réellement, en plus sachant qu'il a un peu plus d'expérience, il sera peut-être moins d'erreurs, que va-t-il en faire? Que va-t-il faire de sa puissance? Ça sera un véritable révélateur. Alors, dès lors, on peut se poser la question, est-ce que ça peut ouvrir un espoir du réveil des peuples, d'un réveil démocratique, d'une fin de l'hégémonie américaine, voire plus loin encore, peut-être d'un rebond civilisationnel? Bien, en vérité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je dirais d'une part, oui, sans doute. Hein, il y aura quand même des choses bonnes, mais ça dépendra un petit peu du poids de chacun de ces 2 personnages. D'un côté, Robert Kennedy Jr. à gauche, ou à droite, Elon Musk. Elon Musk est un libertarien, hein, donc je reviendrai sur cette notion de libertarien assumé, je dirais. Et puis, mais en même temps, qui veut du régalien. Enfin, c'est toutes les contradictions des libertariens, ou quelqu'un qui veut remettre un petit peu
de bon sens, je dirais, de common decency, comme ils disent, notamment dans les politiques de santé, hein, et d'ouvrir les dossiers de Big Pharma et de ce genre de choses, et de l'éducation aux États-Unis et de la santé aux États-Unis. Il faut quand même savoir que 50% des jeunes, des enfants aux États-Unis sont médicalisés. Normalement, quand vous êtes un enfant, quand vous êtes jeune, que vous avez moins de 14 ans, vous devez être en pleine forme, en pleine possession de votre santé physique et mentale. Pour la plupart, pour la grande majorité, plus de 50% des enfants américains sont médicalisés. C'est-à-dire que plus de 50% sont considérés comme étant malades. Il y a un vrai problème. Vous voyez que... Donc, oui, je pense, mais ça dépendra effectivement du poids de chacun de ces deux hommes. Ça sera un révélateur un petit peu de cela. Donc, oui, il y a quand même un espoir. Et oui, il y aura quand même, je pense, du mieux, mais ça dépendra, ce sera cet arbitrage, en définitive, peut-être. Enfin, là, c'est un peu caricatural, hein, je caricature sur ce deux hommes. C'est pas aussi net que ça. Hein. Mais voilà, je pense que ça sera surtout le poids de Robert Kennedy Jr. qui sera vraiment déterminant, puisque Elon Musk a été nommé aujourd'hui ministre de l'amélioration de la fonction publique, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas, est-ce que c'est un peu un strapontin comme ça? Bon, on ne sait pas trop. Bref, plus important, et peut-être, c'est une personne qui s'appelle Peter Thiel, qui est un des fondateurs et actionnaires majeurs de PayPal et de Facebook. J'ai mis, vous trouverez sur la page, sur le site internet, la page dédiée à cette émission d'aujourd'hui, vous trouverez un lien vers un post Telegram qui est malheureusement en anglais, mais enfin maintenant vous pouvez faire un copier-coller et le traduire très facilement dans les traducteurs qui sont proposés par plein de plateformes sur internet maintenant. Vous allez voir et vous allez découvrir qui est Peter Thiel. Peter Thiel, c'est extrêmement important, donc je vous ai dit ça, homosexuel, libertarien assumé, etc. Proche également des milieux, je dirais, sionistes. Donc voilà, je crois qu'il trempe également dans Palantir. Vous savez, Palantir, c'est ce qui nous surveille en permanence, c'est ce qui permet notamment de créer des liens et de savoir qui fait quoi de façon totalement transparente. Donc, quand on croit qu'on est anonyme, ne croyez pas que vous soyez anonyme. S'ils veulent chercher qui a fait qui ou fait quoi, ne vous inquiétez pas, ils sont en capacité de le faire. Donc grâce à ce genre de plateforme comme Palantir. Et lui, c'est un homme de l'ombre, je dirais, de Donald Trump et très puissant. Donc nous verrons bien ce que ça va donner. Les premières nominations que je vois là aujourd'hui, je dois le dire, m'inquiètent un peu, mais bon, on verra bien. Donc, espoir au rebond civilisationnel, espoir un peu quand même, je pense malgré tout qu'il y aura des choses qui iront mieux, comme j'ai dit, hein, dans le système, dans la partie éducation, et au moins dans la partie éducation et santé, on peut au moins l'espérer, c'est quand même pas négligeable, puisque c'est l'avenir des enfants qui se joue là, quand même, en grande partie, hein, sans parler du reste, pour les choses les plus... Alors, j'ai parlé plusieurs fois du libertarisme. Et je dirais que c'est un peu l'idéologie qui sous-tend Trump quand même depuis le début. Et ces soutiens dont on vient de voir quelques exemples là, sont des libertariens. Et à l'occasion de l'élection de Javier Milei en Argentine, j'avais fait ces deux émissions là, Grandeur et misère du libéralisme, où justement je décris ce que c'est que le libéralisme, et je dirais sa version la plus dégradée, qui émerge aujourd'hui, le libertarisme, avec ici Javier Milei et sa fameuse tronçonneuse. Il faut voir que c'est une... Donc je vous invite à visionner ces émissions, surtout la deuxième, où on parle plus du libertarisme, et voilà, je pense que ça vaut la peine de les regarder. Le libertarisme, c'est la roue de secours du néolibéralisme, en définitive. C'est une version alternative du libéralisme. Hein. Bon. Je ne reviens pas dessus, parce que je vous renvoie à ces émissions, c'est pas la peine que je me répète.
sur ça. Je vais juste dire en 2 mots que le libertarisme, c'est tout ce qui est État, tout ce qui est structure collective, il faut que ça soit réduit au minimum. Hein, voilà, c'est leur idéologie. Il n'y a que l'interaction entre individus. C'est là où on voit qu'on retrouve le libertarisme, hein, c'est-à-dire le libertaire, il n'y a que des individus, il n'y a pas de collectif. Hein. Donc, ce qui reste dans l'État, c'est juste ce qu'ils appellent le régalien. Régalien, ça vient de roi. Hein. C'est-à-dire, en gros, la police, l'armée et encore, hein, parce qu'il y a des sociétés militaires, etc. Vous voyez, donc vraiment, le régalien réduit à sa plus simple expression, l'école, toute sécurité sociale, etc. Tout ça, c'est en dehors du champ, il reste vraiment que le squelette de l'État. Et à côté de ça, pas de règles, le moins de règles possible, la suppression de toutes les codes, d'une grande partie des codes juridiques. Hein. C'est pour ça que l'autre, il se promène avec une tronçonneuse, parce qu'il veut tout couper, des branches de l'État et des branches de la loi, etc. Leur principe, c'est que c'est le marché, c'est la solution à tous les problèmes. En définitive, il suffit de mettre les choses sur le marché et ça va résoudre automatiquement, de façon magique, tous les problèmes. Un des représentants, je dirais, de ce courant de pensée en France, c'est Charles Gave. Hein. Je dirais que, bon, il y en a d'autres, hein, mais je dirais que ça fait partie des économistes qui est relativement connu et qui font partie de cette école de pensée. Donc ça a produit, il faut bien le savoir, ça a produit cette idéologie. Alors là, elle est beaucoup plus radicale, hein, parce qu'elle est pensée jusqu'au bout, mais c'était à l'époque de la crise de 1929. Ça a déjà produit la crise de 1929, mais ça a déjà produit des catastrophes, et ça en produira encore. Hein. On va voir ce que le sort de l'Argentine. Notamment, mais je regardais notamment ce qui s'est passé en Espagne, les inondations, c'est directement lié à ça. Hein. On peut pas dire que le laisser-faire et il n'y a que les intérêts privés, les intérêts individuels qui doivent gérer l'ensemble de la société, ça peut aboutir à tout le monde fait tout et n'importe quoi. Bon, on le voit dans les domaines, dans tous les domaines. On comprend bien que ça n'a pas que c'est un miracle si ça arrive à produire un optimum un jour. D'ailleurs, les inondations en Espagne, vous trouverez des liens hein, sur le site, toujours pareil sur la page dédiée à cette émission, qui renvoie sur des exemples de ça, justement, où le gouverneur de Valence, par exemple, trouvait que justement ça coûtait trop cher les cotisations aux organismes qui étaient donc de l'armée, etc., des forces qui étaient là pour la santé publique, la sécurité civile ou la sécurité, l'intervention militaire. Il trouvait que ça coûtait trop cher d'entretenir ça il y a encore quelques semaines, avant les inondations meurtrières avec plusieurs centaines de morts et quelques milliers de disparus, hein, parce qu'on n'a pas retrouvé tout le monde, il y a des milliers de disparus aussi. Hein. Donc on est sur ce niveau-là quand même. Hein. Ça c'est pour prendre un exemple récent, mais je pourrais en citer une foule. Et dans plein de domaines. Mais là, je dirais que c'est un domaine où ça touche directement, hein, avec l'artificialisation des sols, puisque tout le monde fait ce qu'il veut. S'il n'y a pas d'aménagement du territoire, c'est quoi l'aménagement du territoire? C'est l'État qui dit, là, on a le droit de faire ça, là, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas construire en zone inondable, etc. etc. Un tiers des constructions en Espagne, sur les 20 dernières années, ont été faites en zone inondable. Normalement, c'est le rôle de l'État de dire, maintenant, il y a des règles, et là, on n'a pas le droit de construire en zone inondable. Le libertarisme, non, on fait ce qu'on veut, le marché va réguler. On régule par la catastrophe. Malheureusement, et moi je le déplore, hein, puisque c'est un peu un constat de ce que l'on peut, une conclusion qu'on peut tirer de l'expérience de ces quelques années en politique, tant de APCR mais d'autres également, c'est passer par ces catastrophes, c'est sans doute un passage obligé. Hein, c'est la crise, je dirais, existentielle, majeure, telle que théorisée par René Girard.
et qui en fait la source des spiritualités, les sources de l'émergence des religions quand même. Donc ce n'est pas rien comme phénomène transhistorique, je dirais. Donc malheureusement, le passage par une crise existentielle, par ces catastrophes, est peut-être, sans doute, un passage obligé. Je le déplore, mais je crains qu'on ne puisse pas en faire l'économie. Alors, dans quel contexte, pour revenir à l'élection de Donald Trump, dans quel contexte elle se déroule? On pourra savoir si c'est le début du rebond civilisationnel qu'en disant cet événement intervient dans quelle situation? Bien, intervient dans une situation où le capitalisme est en bout de course, où on est dans l'alternative socialisme ou barbarie décrite par les gens qui étaient les penseurs du socialisme, hein, notamment Marx, Lénine et plein d'autres. Contradiction du capitalisme. Il y a plein de contradictions au capitalisme qui font que, à un moment donné, déjà, elles existaient déjà à la fin du 19e siècle. Vous comprenez bien qu'elles n'ont fait que s'amplifier. Lénine, notamment, avec son livre L'impérialiste suprême du capitalisme. On a un impérialisme hégémonique qui est en place avec les USA. Contradiction à laquelle s'ajoute, et c'est sans doute la chose majeure de cette deuxième partie du XXe siècle et de ce début du XXIe, c'est la destruction de la société par les transgressions. Là, ça a été décrit par Michel Clouscar, philosophe français dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises. Donc le capitalisme est en bout de course. Donc, comme le disent les marxistes, ils disent, en fait, il y a une incapacité de ce modèle de société, de cette société, à contenir le développement des forces productives. C'est ça, en fait, le cœur du chose, c'est que l'organisation sociale, l'organisation politique n'est plus apte à contenir le développement des forces productives, c'est-à-dire le développement des techniques et le développement humain, tant de façon individuelle que collective. C'est ça, la contradiction, je dirais, suprême. Hein, c'est ce qui chapeaute tout. Et tout ça nous amène justement à des crises systémiques récurrentes, dont la dernière au sens financier, est intervenue en 2008. Mais la crise du Covid, on voit bien qu'on est dans une nature différente, mais on voit bien que c'est aussi une incapacité à contenir le développement des forces productives, puisque avec une petite épidémie devient une pandémie en quelques semaines. Donc on voit bien qu'il y a une problématique là qui est totalement liée à ce développement, plus cette histoire de production aux quatre coins de la planète, des chaînes à flux tendu, etc. On voit bien tous les problèmes que ça constitue. Donc crise systémique, j'ai parlé de la crise financière de 2008, mais la crise du Covid en est aussi une autre illustration dans un autre domaine. Mais je vais citer quelques exemples. Incapacité à contenir le développement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'homme garde la maîtrise de ces technologies. Incapacité à contenir le développement du nucléaire, parce que d'un côté, ils veulent vendre tant des centrales, tant fabriquer des bombes, mais du coup, ils se disent, mais à qui peut les vendre, pas les vendre, etc. Vous voyez, on arrive dans ce genre de difficultés, parce que justement, on a des technologies qui n'existaient pas auparavant, et qui nécessitent une société, je dirais, bien assise, et pas justement où chacun fait ce qu'il veut et fait à sa petite sauce selon son intérêt. On comprend bien que pour contenir ce genre de technologie, il faut qu'il y ait une maîtrise de ce que l'on fait. La financiarisation également. Avant, il y a bien longtemps maintenant, c'était le capital industriel, donc c'était des pilotes, des industriels qui pilotaient, je dirais, le monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est la finance qui gouverne le monde, hein, la finance qui est transnationale, hein, qui est avec les capitaux qui circulent à la vitesse des transactions boursières en quelques microsecondes d'un bout à l'autre de la planète. Donc, financiarisation. La santé,
pandémie dont je parlais tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure sur les États-Unis, l'environnement avec les perturbations climatiques. Bon, on voit, là on a des exemples récents, mais dans le domaine de l'environnement, il n'y a pas que ça, il y a les pollutions, notamment par les plastiques, par les pesticides, et puis il y a l'autre élément sur l'environnement, c'est la destruction des espèces, l'artificialisation des sols, etc. Et puis les pénuries, également, on a vécu quelques pénuries, bon, notamment dans la crise Covid, mais il y a toujours des pénuries qui arrivent de temps à autre, puisque les chaînes de distribution deviennent, justement, pour être optimisées, sont à flux tendu, etc. etc. Voilà. Quelques exemples, je dirais, qui montrent qu'il y a une incapacité de ce mode d'organisation à contenir aujourd'hui le développement technique et humain. Mais humain également, c'est-à-dire qu'il y a aussi une inefficacité qui est promue, qui est de plus en plus grande, c'est-à-dire que c'est moins efficace quand même par exemple les éoliennes ou les panneaux solaires, ce sont des solutions d'un point de vue énergétique qui sont beaucoup moins efficaces qu'une centrale thermique, même traditionnelle, mais une centrale thermique nucléaire est beaucoup plus efficace, hein, puisque si vous rapportez au gramme installé, l'efficacité énergétique elle est gigantesque du nucléaire ou même du charbon ou du pétrole. Donc on a une efficacité qui monte, nous avons des gâchis qui ne cessent d'augmenter, des gâchis dans la sphère de la production, puisque comme ils n'arrivent plus à trouver des débouchés, ben, ils investissent tous en même temps sur les mêmes technologies, donc là-dedans ça fait plein de morts, c'est-à-dire qu'il y a une destruction, un gâchis de capital énorme, puisqu'il y a plein de sociétés qui ne trouveront pas de débouchés, seuls quelques-uns vont gagner, voire un seul va gagner, puisqu'il faut être le monopole pour être le vainqueur, et le seul vainqueur. Mais des gâchis également dans la sphère de la consommation. On voit bien, il suffit de rentrer dans un supermarché pour voir qu'il y a une profusion de marchandises, toutes plus inutiles les unes que les autres, et qui vont en définitive aller directement de votre caddie à la poubelle quasiment, quoi. Sont prévus, on appelle ça même l'obsolescence programmée, donc c'est même un système en place. Les monopoles, c'est-à-dire que les monopoles qui se constituent, et qui se constituent même beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui, qu'hier. Les monopoles pour le pétrole, par exemple, bah, quelque part, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont même pas complètement consolidés à l'échelle mondiale. Or que Google, ou Microsoft, ou Amazon, ils se sont constitués en quelques années, je dirais. C'est même pas quelques décennies, c'est quelques années. On est compte, pour avoir un monopole mondial. Donc une hégémonie tant dans les domaines industriels et commerciaux, mais également politiques et militaires, hein, ce qui répond à ça pour justement pouvoir imposer et diffuser de façon unilatérale les produits de ces monopoles. Et puis au final, l'incapacité également à l'inutilité des produits, j'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'on va créer des produits qui ne servent absolument à rien, donc on va vous faire croire que vous en avez besoin, mais vous n'en avez absolument pas besoin pour vivre. Et c'est même pas essentiel, oui, c'est même le contraire, je dirais. Et puis l'inutilité des hommes également, puisque les technologies, la productivité augmentant sans cesse, il y a plein de gens, plein d'hommes qui deviennent inutiles. Bon, c'est l'obsolescence de l'homme, hein, de Gunther Anders, le livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, un livre un peu difficile à lire, mais tellement vrai, écrit en 1953, très prospectif donc, sur le fait que les hommes deviennent inutiles, puisqu'il y a plein de gens qui arrivent à 20 ans, et qui arrivent sur le marché du travail, qui sont inemployables. Pourquoi? Parce que les niveaux nécessaires, tant d'emplois qui sont faibles, ou de connaissances nécessaires pour pouvoir travailler dans tel ou tel domaine sont tellement élevés que ils sont plus employables. Donc voilà, où ils sont trop vieux, où ils sont pas, etc. etc. Voilà la situation. Donc on n'arrive plus, il y a une incapacité à contenir justement ce développement dans ce système de capitaliste. C'est ce qui fait qu'il est en bout de course et qu'on est dans cette alternative, socialisme ou barbarie. Alors moi, socialisme, je n'appellerais pas ça socialisme, parce que le socialisme, il a vécu également avec les déboires que l'on sait.
Et puis, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Vous prenez par exemple, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante d'une dizaine de minutes de Patrick Artus. Patrick Artus, qui est conseiller économique de Natixis, c'est-à-dire une banque. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un révolutionnaire. Hein, qui tire la sonnette d'alarme, qui dit quant à l'avenir du capitalisme, justement, avec la question qu'on lui pose, c'est le capitalisme, un système en bout de course, la dernière chance du capitalisme. Hein, c'est le sous-titre quand même de cette émission. Donc c'est quand même, je dirais, significatif. Vous verrez les réponses qu'il apporte, mais en tout cas, le constat est là. Hein. C'est pas simplement un constat anecdotique. Si le néolibéralisme a été inventé, c'est pas pour rien, justement, c'est pour sauver ce système déjà. Et puis, il y a une autre illustration de cela, c'est le rapport de Mario Draghi, un rapport extrêmement intéressant. Vous trouverez des liens également sur la page consacrée à cette émission sur ce rapport. Un rapport qui fait un état des lieux de l'Union européenne et du fonctionnement économique de notre continent à l'ouest, mais dramatique. C'est-à-dire, c'est apocalyptique. Quand même, Mario Draghi, c'est pas non plus un révolutionnaire. Je sais plus si c'est Goldman Sachs ou... enfin, c'est un banquier, soit de Goldman Sachs, soit de Morgan Stanley. Il a été président de la Banque Centrale Européenne pendant plusieurs années. Il a été Premier ministre italien pendant quelques années aussi récemment. Et là, il fait un rapport en disant, il faut qu'on arrête, parce que là, on va dans le mur, on est complètement à l'ouest. Son rapport, là, qu'il a remis à Van der Leyen, d'ailleurs, c'était... présenté contre elle à l'élection, bah, lui, il n'a pas été élu, c'est Van der Leyen qui a été choisi de nouveau par l'oligarchie, et son rapport, bah, il va aller directement à la poubelle. Voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il donne un petit peu les mêmes indications qu'Artus pour essayer d'en sortir, en essayant de faire survivre le système capitaliste. Et c'est pour ça que j'en arrive à la conclusion que la politique, au fait, que menaient les démocrates est l'état fatal, l'état inévitable du capitalisme qui est pourrissant. Donc, Artus, comme Draghi, d'une certaine manière, propose de s'orienter, de réorienter, plutôt que vers le néolibéralisme, vers l'ordolibéralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordolibéralisme ? C'est du libéralisme, mais avec une intervention assez forte, un pilotage assez fort de l'État. Donc on comprend bien qu'on est complètement à l'opposé des libertariens. Hein, vous voyez bien, par rapport à un Elon Musk ou un Thiel dont je parlais tout à l'heure. Là, ils sont, eux, au contraire, ils veulent que l'État reprenne du rôle, revienne un État stratège, etc. C'est ce que dit Draghi dans son rapport aussi, hein, d'une certaine manière, sans jamais le remettre en cause. C'est-à-dire que c'est très paradoxal, hein, ce qu'il écrit, hein, très contradictoire. Hein. En fait, ils savent plus trop quoi faire. En gros, c'est quelque part, ça ressemble au gaullisme de la grande époque, je dirais, à ce qui se passe également en Chine aujourd'hui, hein, où on a une partie de libéralisme, une partie de capitalisme, mais aussi un encadrement étatique important, où en Russie, c'est également, et surtout depuis la montée en puissance avec l'opération militaire spéciale en Ukraine, justement du rôle de l'État dans l'économie. C'est ce que j'appelle la troisième voie plus, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Donc on voit bien qu'ils hésitent entre ces deux choses. Hein. Mais de toute façon, c'est incompatible avec le capitalisme et avec ses tendances. D'ailleurs, ils combattent tant la Chine que la Russie, mais le gaullisme aussi. Le gaullisme, il a été dégommé en France. De Gaulle, il a été renversé. Et toutes ces tentatives d'avoir une souveraineté nationale avec un rôle de l'État qui contrebalance celui des capitalistes, chaque fois, l'oligarchie mondiale s'arrange pour mettre à bas ses pouvoirs. Et pourquoi? Parce que la tendance, au fond, quelque part, cette intervention de l'État va limiter le moteur principal des capitalistes, c'est l'accumulation illimitée du capital. Tout est là, en définitive. Même un capitaliste qui vous dit, c'est simple à comprendre, hein, un capitaliste qui ne jouerait pas le jeu, il y en a eu même, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se faire dépasser par les autres capitalistes, dit qu'ils vont accumuler plus de capital que lui,
Et puis lui va être éliminé, il ne sera plus capitaliste. Hein. Dans le pire des cas, il va faire faillite. Et voilà. Donc on comprend bien que la course à l'accumulation du capital est vitale pour les capitalistes. Ce n'est pas du tout une tendance marginale, quelque chose. Non, c'est quelque chose de central. C'est le constitutif du capitalisme. Que contestent les libertariens d'ailleurs. Enfin, bon. Je vous renvoie donc toujours aux émissions du début de l'année 2024. Ou fin 2023. Enfin, vous trouvez le lien également sur la page du site. Donc, qui conduit fatalement à une hégémonie, à des monopoles et à l'impérialisme. Hein, puisque quand on a gagné quelque part sur une zone, eh bien on essaye d'étendre cette zone. Et la guerre contre la Russie ou contre la Chine, c'est toujours ça, pour étendre sa puissance de déploiement de son système, hein, pour que ces produits s'imposent partout. Hein. En gros, faut pas que Huawei puisse survivre si on peut imposer des iPhones. Tout simplement. Même s'ils sont fabriqués en Chine, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de produire, c'est celui qui s'accapare le capital, qui s'accapare le surtravail. Avec, en contrepartie, tout ça nous amène avec une technophilie, c'est-à-dire on adore la technologie pour la technologie, et puis tout doit être marchandisé, tout doit être marchandise, y compris le corps humain, y compris tout, votre cerveau, mais vos organes, etc. Tout doit être marchandisé, on en est là aujourd'hui. Hein. Et puis, comme pendant, l'homme inutile, puisque avec toutes ces technologies, il y a plein d'hommes qui se retrouvent disqualifiés, pour différentes raisons, et déshumanisés, parce que un des besoins fondamentaux de tout homme, c'est le travail. Le travail n'est pas simplement quelque chose qui nous permet de vivre parce que l'on produit de la nourriture, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui nous constitue en tant qu'homme, en tant qu'espèce. Hein, en tant qu'espèce. C'est vraiment de cette nature-là. Et bon, j'en ai également parlé dans d'autres émissions, je ne vais pas le répéter, mais voilà, je vous renvoie aux émissions, il y en a beaucoup, hein, mais c'est vraiment, ça fait partie, notamment sur les besoins du corps et de l'âme. On a mis le travail, nous, comme le premier besoin de l'âme. C'est vraiment fondamental, cette participation à la vie active de la société. Et donc là, on enlève ça, hein, aux hommes. Et, conséquence également de cela, c'est cette guerre mondiale en cours, tant en Ukraine qu'au Moyen-Orient, qui concentre, on comprend bien, je pense que vous le sentez bien là, avec les réseaux, bon là on a notamment le réseau sioniste au Moyen-Orient, qui sont des concentrés de cette situation-là. On le voit bien là, technophilie avec des armes sophistiquées, etc., sur le terrat envoyé par l'OTAN. Vous voyez, tous ces points-là, on les retrouve, ils se retrouvent cristallisés, concentrés dans ces guerres. Et c'est une inhumanité, cette barbarie dont je parlais tout à l'heure, ou au Moyen-Orient, où c'est la politique, c'est plus que de la terre brûlée, on annihile tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bâtiment qui tient debout à Gaza aujourd'hui, et ils font la même chose au Liban. Hein. Et tout cela, au final, Trump, toute cette tendance forte, je dirais, Trump, au final, n'y pourra pas grand-chose, même s'il le voulait, même si on avait l'intelligence, si on avait l'ambition. On voit bien que tant qu'on reste dans ce système est à bout de souffle, et on ne peut pas le dépasser en reste dedans. Il faut forcément le dépasser, justement. Il faut fatalement en sortir. Alors, je vous renvoie également à un autre article très intéressant de Bruno Drisky, qui a donné une interview au site Investigation, et qui nous dit « Les rapports de force sont défavorables aux États-Unis. Trump n'y pourra pas grand-chose. » Alors, ces rapports de force, justement, nous allons y revenir. Il y a notamment celui de l'État profond. Hein. Il a quand même déjà survécu à 2 tentatives d'assassinat. Il y a déjà eu 4 présidents des États-Unis qui ont été assassinés en cours de mandat. Il faut quand même le savoir. Donc, ça fait presque partie de leur culture, je dirais. Et rien ne dit que s'il était un petit peu trop dérangeant, il ne serait pas éliminé, fût-il président. Hein. Donc ça, c'est un élément. Mais on verra qu'également, il y a cette notion de BRICS, hein, je vais en revenir juste après, qui fait que le rapport de force n'est pas favorable aux États-Unis.
puis il y a la guerre en Ukraine où la Russie gagne du terrain chaque jour avec un effritement qui s'accélère de plus en plus de l'armée ukrainienne. Tout cela, c'est la raison pour laquelle les capitalistes européens se mobilisent, parce qu'ils se disent, voilà, lui on ne peut pas lui faire confiance, il n'est pas un membre, je dirais, c'est pas le même capitaliste, lui c'est pas un capitaliste mondialisé, voilà. Hein, c'est un capitaliste, Trump, c'est ça qu'il faut bien comprendre, mais sa fortune, la famille Trump, c'est l'immobilier américain. Donc c'est un capitaliste national. C'est ce qui fait sa grosse différence avec toutes ces grosses multinationales qui sont justement, qui vont soutenir Biden et co, vous voyez, parce que eux, ils dépendent du marché mondial et de la diffusion sur toute la planète de leurs produits. C'est pas le cas de Trump. Ce qui explique cette tension entre capitalistes. Si vous voulez que ce capitaliste-là, même si il en est un, il n'a pas les mêmes intérêts, il n'a pas la même vision, il voit pas midi, il voit midi à sa porte, et c'est pas le même midi que celui du capitalisme mondialisé et financiarisé. Donc c'est la raison pour laquelle les Européens se mobilisent aujourd'hui pour prendre le relais de ça, parce qu'ils ont beau être sous domination, ils se retrouvent sans chef, quelque part. Les BRICS. Ben justement, les BRICS sont un début de changement de cette alternative. Puisque, évidemment, ce qui se construit au travers des BRICS, c'est un monde multipolaire qui, par définition, est différent de l'hégémon des USA, où vous n'avez qu'un seul chef qui domine la totalité de la planète. C'est l'impérialisme absolu, je dirais. Dans le monde multipolaire, bah, chacun garde ses intérêts. C'est pour ça que les BRICS ne seront jamais une organisation intégrée, etc. C'est pas le but des BRICS. Hein. Bah, beaucoup y voient une faiblesse, mais je pense que c'est sa force, justement. C'est leur force, justement, aux BRICS, de ne pas être, justement, de réussir à rassembler des gens qui sont parfois même, qui ont des frictions fortes. Hein, on peut penser à la Chine et à l'Inde, qui étaient quasiment en guerre sur des questions frontières, qui ont réussi à mettre ce conflit au final entre parenthèses, mais ils étaient encore en conflit, qu'ils étaient déjà dans les BRICS, parce qu'ils ont des intérêts communs, et l'intérêt commun, c'est justement le commerce débarrassé du dollar. Hein, c'est un élément important. Puis les BRICS, c'est que ça représente la majorité de la planète. Si au sommet de Kazan en Russie, qui vient de s'achever la semaine dernière, il représente 4,8 milliards d'habitants, les pays qui étaient présents et participants au sommet des BRICS à Kazan. Voilà la carte des pays qui étaient représentés. Voilà les 9 pays qui composent les BRICS, voilà, avec Poutine, donc pas du tout isolé sur la scène internationale, entouré par Xi Jinping, donc le président chinois, et de l'autre côté par le président Modi, l'Indien. Donc on voit bien que, et là on a bien toute une diversité et une lutte aussi de gens qui ont bien souvent un passé colonial et donc ont une proximité et une compréhension de la colonisation en cours au travers du sionisme au Moyen-Orient, qui est tout à fait sensible à leur cœur. Alors, les BRICS sont un début, et sont un début parce que les grands marqueurs, c'est respect des accords internationaux, en commençant par la charte de l'ONU, qui, je le rappelle, reconnaît l'intégrité territoriale, mais reconnaît aussi la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc c'est bien ce qui se passe en Ukraine. Enfin, et quel est le droit supérieur? Est-ce que c'est le droit d'une nation ou est-ce que c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Ça, la hiérarchie n'est pas établie dans la charte de l'ONU. Mais ces deux droits s'opposent. Et en Ukraine, c'est clairement ça qui est en jeu, notamment. Pour le Donbass et pour toute la partie sud-est de ce qu'était l'État ukrainien. Donc, respect des accords internationaux et pas justement un deux poids deux mesures, ce qu'ils appellent les USA ou les journalistes le
le monde régit selon des règles fixées par les USA et puis qui peuvent changer en fonction de ce qui les arrange, en fonction de l'usage du dollar et de l'extraterritorialité du droit américain. Faut quand même le faire, hein, c'est-à-dire que moi je suis américain, j'ai le droit, ça a été le cas notamment avec Alstom, hein, où on a eu des PDG, des dirigeants de notre entreprise française qui ont été faits prisonniers, ou BNP Paribas qui avait été menacé d'une amende gigantesque, etc. Voilà ce qui se passe quand on a ce monde selon des règles et non pas selon le respect des accords internationaux. Souveraineté des nations, donc ça, les nations sont maîtres sujets. Et puis, un des volets également les plus importants, c'est, et c'est ce qui s'est sorti de ce congrès, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, cette réunion historique de Kazan, des BRICS, c'est l'émergence de l'annonce du BRICS Pay. C'est-à-dire qui se pose comme un concurrent du dollar. Non pas comme un remplaçant, mais aujourd'hui comme un concurrent du dollar. Il y avait déjà la nouvelle banque de développement qui avait été créée par les BRICS il y a, je crois que c'était en 2014, ou même peut-être un peu plus tôt, et donc qui finance justement des projets dans le monde. Et puis, donc le système de paiement adossé tant à un ensemble de matières premières et à l'or, mais également qui permet des règlements, donc c'est une chambre de compensation au définitive, qui permet des règlements en monnaie nationale. Hein. Sachant que les pays des BRICS, là, on voit que ceux qui ont constitué qui font partie de ce club, je dirais, c'est ceux qui ont accumulé le plus d'or sur la période 2013-2023. Donc voilà, le premier c'est la Russie, le deuxième c'est la Chine, le troisième c'est la Turquie qui n'est pas membre des BRICS mais qui était présente à Kazan, présence très remarquée puisqu'elle fait partie en même temps de l'OTAN. Nous avons alors la Pologne, puis après l'Inde, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc. Donc on voit bien qu'il y a aussi une volonté d'adosser cette nouvelle façon de faire des transactions entre pays et entre acteurs de chaque pays sur un panier de matières premières et sur l'or. Alors, mais les BRICS sont un début, mais comme vous vous en doutez bien, il leur manque quelque chose, il leur manque une vision. Et c'est tout l'intérêt de la quatrième voie, et c'est pour ça que j'appelle ça la troisième voie plus, parce que vous comprenez bien que si le modèle du capitalisme est en phase terminale, c'est que nous avons besoin d'un autre modèle. Un autre modèle est nécessaire. Et on a beau dire, mais le modèle, est-ce qu'il y a un modèle commun, ou au moins qui se partagent, au moins en filigrane, entre la Chine, la Russie, l'Inde? Est-ce qu'il y a un modèle qui se dégage? Pas vraiment. Hein. Chacun, on voit bien ce qui se dégage, c'est ses intérêts communs. Donc, d'un monde multipolaire, face au dollar, il y a quelque part l'ennemi américain, avec le grand chose importante à Kazan aussi, c'est que l'Inde a tourné la page, justement, de son alliance, ce qu'appelait le Quad, avec les USA, en se disant mais ils veulent tout, c'est-à-dire ils veulent en définitive nous phagocyter, c'est-à-dire qu'on a réussi à se libérer du colonialisme britannique pour retomber sous une autre forme de colonialisme, de néocolonialisme. Donc Modi se retirait de ça parce qu'il se dit bon bah je me remets avec la Russie, je m'arrange avec la Chine et au moins on va avoir des échanges honnêtes, je dirais, et pas des entourés. Et puis je dirais c'est également une émission auquel que j'ai fait en 2022, le 6 avril 2022, que vous trouverez sur le site de AP6R, c'est qu'est-ce qu'il manque? Il manque une vision, il manque du rêve. Parce que Poutine, voilà, c'était la question, c'était le sujet de cette émission, je posais la question, Poutine fait-il rêver? Ben non, il ne fait pas rêver. Et c'est bien ça le problème.
Et donc, pour avoir il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie, notamment à la jeunesse, de s'inscrire dans cette voie. Parce que, je le rappelle, nous sommes face à une crise de civilisation. Ce n'est pas une crise simplement du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, dans sa phase finale, met en cause, on l'a bien vu par la destruction des sociétés, met en cause des civilisations. Mais ce capitalisme, il s'est quand même diffusé sur la planète entière. Il y a quasiment nulle part où le capitalisme ne se déploie pas. Peut-être en Corée du Nord, mais à part ça, il se déploie malgré tout. Hein. Bon an, mal an, il se déploie. En Vietnam, même qui est pays communiste, etc. Donc, quasiment partout. Et donc, cette crise, elle touche pas simplement la société occidentale, même si c'est là qu'elle est la plus accrue, la plus élevée. Mais cette crise de civilisation, j'aurais pu mettre un S à civilisation, cette crise de civilisation, vous comprenez bien que ça ne va pas être par des petits ajustements qu'on va en sortir. Ça ne peut pas être par autre chose qu'un autre modèle, qu'un modèle alternatif qui est à la hauteur de la barbarie, qui déshumanise les gens et qui se déploie de façon par un génocide à ciel ouvert et, au Moyen-Orient, avec des moyens, enfin, on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, avec le niveau de connaissance que l'on a, parce que des génocides, il y en a déjà eu, mais il n'y avait pas les moyens de connaissance. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait parfaitement ce qui se passe, et voilà, enfin, c'est terrible, quoi. Et on le sait, cette barbarie se déploie au grand jour. Hein. Même les camps d'extermination durant l'Allemagne nazie, on n'était pas au courant. C'est quand l'armée rouge est arrivée en Pologne qu'elle a commencé à découvrir les camps d'extermination qui étaient existants, notamment à Treblinka. Et tout ça pour dire que tout ça est l'importance. C'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne analyse. C'est pour ça que j'insiste sur cette analyse, c'est-à-dire crise de civilisation, barbarie. Ce sont vraiment les deux mots-clés, parce que c'est les mots qui sont opposés à la civilisation. C'est le contraire, c'est l'antonyme de la barbarie. Si on comprend cela, si on est à ce niveau d'analyse, eh bien on comprend tout de suite que les solutions à mettre en œuvre sont d'une certaine famille et ne peuvent pas être simplement d'une autre famille. Ça ne peut pas être juste un Brexit, ça ne peut pas être juste un Trump, ça ne peut pas être juste, etc. etc. Ce n'est pas Trump qui va résoudre le problème de la perte de repères des gens, ou de drogue, ou de spiritualité, de sentimentalité, de pornographie, de ce genre de choses. Vous voyez, ça a ses limites, on le comprend bien. C'est bien quelque chose de bien plus profond que ça qui doit être envisagé. Un autre modèle. D'ailleurs, sur l'émission sur Poutine, c'était ma conclusion, Poutine ne fait pas assez rêver. Alors, il fait rêver peut-être un certain nombre de gens qui aiment l'ordre, etc. Ok, mais c'est pas suffisant. Hein. Ces gens-là ne sont pas majoritaires dans la société. Donc, Poutine ne fait pas assez rêver. En d'autres clair, c'est un homme certes providentiel, il l'a été et il est encore pour la Russie, mais ça, il ne suffit pas. Je dirais, c'est une des conclusions que je tirais à l'époque, c'était il faut arrêter de se faire plaisir et de croire qu'en prenant un petit raccourci, on va faire un petit bricolage, on va mettre un truc là, et puis un bout de ficelle, ou un bout de fil de fer, et puis ça va marcher. Non, on n'est pas dans ce type de crise, donc ça ne peut pas être cette famille de solutions qui peuvent être déployées. Donc il nous faut à la fois un roi et un prophète, hein, pour reprendre les expressions que j'utilisais dans cette émission. Et donc il nous faut à la fois un but, mais il nous faut aussi un chemin pour l'atteindre. Donc il nous faut un guide, nous guider, tracer une voie durable et passer la main. Bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette quatrième voie, elle est dans le sens de l'histoire. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, tout ce qui est retour en arrière, ça n'existe pas. C'est une autre barbarie. C'est faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Je l'ai déjà dit à de multiples occasions. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est être dans le sens de l'histoire. Et dans le sens de l'histoire, qu'est-ce que c'est que le sens de l'histoire? C'est la tendance. Alors là, c'est un petit peu plus spirituel, je dirais, mais c'est la tendance à la structuration de la matière et de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la négantropie.
et cette négantropie, le monde multipolaire, par rapport à un monde unipolaire, il est fatalement plus structuré. Vous voyez? Donc c'est complètement en accord. Ça, par contre, le multipolaire, il est fatalement plus structuré qu'un monde où il y a un seul chef et où tout le monde suit d'une seule voie. Vous voyez, la structure, elle est beaucoup moins riche. Donc voilà un élément. Donc c'est clairement dans le sens de l'histoire. Donc il faut accompagner et guider ce mouvement, aller dans ça, et en adressant les 4 dimensions essentielles qui fondent la civilisation, c'est-à-dire une idéologie, de la politique, c'est-à-dire intervenir dans le champ politique avec des dirigeants, etc., des mesures, des lois, des constitutions, mais également une spiritualité en correspondance avec cette orientation idéologique, mais également une sentimentalité, c'est-à-dire le rapport entre les hommes et les femmes qui correspond à ce monde, à cette tendance à la structuration de la matière et de l'énergie, à la négantropie, qui est en fait ma définition du bien. Le bien, c'est, donc on voit bien que là on rentre dans le champ également du spirituel, c'est que c'est cette tendance à la structuration de la matière et de l'énergie. Et tout ce qui promeut cette tendance à la structuration de la matière et de l'énergie, c'est le bien. Et tout ce qui ramène au néant, tout ce qui nous détruit, ramène, et c'est cela le mal. Et donc, ça se déploie également, évidemment, dans les relations. La relation qui nous compte, pour laquelle nous avons le plus d'engagement au quotidien, c'est celle entre les hommes et les femmes. Alors, idem pour Trump. Ben oui, idem pour Trump, parce que autant Poutine ne fait pas assez rêver, on comprend bien que Trump, vous voyez bien les oppositions qu'il suscite, les réactions qu'il suscite. Donc, vous comprenez bien, c'est immédiat qu'il ne fait pas assez rêver. Un modèle, pour qu'il s'impose, il faut qu'il soit largement partageable. Par ailleurs, autre raison pour laquelle nous avons besoin d'un modèle alternatif, c'est que on voit bien que malgré les échecs, et notamment l'échec de l'euro, avec la désindustrialisation, la France qui, depuis l'euro, est sur une pente descendante du point de vue industriel, du point de vue de la balance commerciale, du point de vue de l'endettement, déjà sur une mauvaise trajectoire, mais ça n'a fait que s'aggraver, depuis l'euro et compagnie, l'UE, etc., accéléré quand même depuis l'euro, elle se maintient en place. L'euro, tout ça, ça continue à se maintenir en place. Donc, pour renverser un système délétère, on a d'une part besoin d'un modèle alternatif, mais on a également sans doute besoin aussi d'une crise invivable, c'est-à-dire d'une crise dans laquelle vous ne pouvez plus faire autrement que de dire « attendez, il faut absolument changer ». C'est plus tenable dans cette direction. Alors, en résumé de cette émission, rapidement, donc, le néolibéralisme est en échec, Trump, toutefois, en même temps, est plus puissant qu'il n'était en 2016, le libertarisme à la Charles Gave, etc., n'est pas la solution. Le capitalisme est en bout de course, c'est un élément important de contexte, et c'est pour cette raison que les démocrates, quelque part, la politique qu'ils menaient, avec tout le wokisme, etc., ce n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène central qui fait partie de cet état du capitalisme pourrissant. Malheureusement, on pourrait dire Trump ne pourra pas faire grand-chose. Toutefois, il pourra tout de même corriger certaines dérives sévères. J'en ai parlé dans la santé, dans ce domaine, s'il le souhaite, ou dans l'éducation, aux États-Unis, je parle. Mais ça dépendra beaucoup, ça sera un indicateur, ça dépendra du rôle que jouera Robert Kennedy Jr. Les BRICS sont un début, effectivement, de ce rebond civilisationnel. Donc on comprenait bien que ce ne sera pas Trump qui pourrait être à l'initiative du rebond civilisationnel. Quelque part, ça permettra peut-être de le favoriser. Ça va avancer dans cette direction, en montrant peut-être aussi également que le libertarisme n'est pas la solution, en le montrant dans les faits. Et les BRICS sont un début de solution alternative, mais il leur manque une vision. Et c'est toute la nécessité de la quatrième voie.
une quatrième voie, certes, hein, alors on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que la quatrième voie ne rencontre pas plus d'écho? Bah pour une chose simple, hein, c'est car les gens veulent entendre ce qu'ils pensent déjà. C'est-à-dire, et ils font confiance à des gens qui leur ressemblent. Et donc, ils pensent ça, et donc ils vont s'identifier et voter, quelque part, pour la personne qui va dire ce qu'ils pensent. Donc, ils se disent, ah ben ça va pas, on voit bien qu'avec l'euro ça va pas, bon allez, on va faire Brexit, Frexit, etc. C'est le plus simple, hein. Mais, ils vont pas se tourner naturellement vers ce qui est nouveau, vers ce qui est adopté et adossé à une analyse complète de la situation. Parce que là, vous comprenez bien, ça nécessite un certain effort de compréhension, de se rendre compte justement de quelle situation on est, dans la crise de civilisation. Dès qu'on a posé ce diagnostic, on comprend bien que ça ne va pas être une petite mesure qui peut être adaptée. Et ça, bah, malheureusement, enfin c'est comme ça, hein, c'est la résistance au changement, le changement n'est pas, on préfère continuer comme on a toujours fait, hein, c'est quand même plus simple. Ah, un petit bonus, et la guerre mondiale en cours. Eh oui, j'ai quand même quelques pronostics sur cette guerre mondiale, j'ai pas mis ces petits bonus, je dirais, final, dont je vous ai parlé au début. Moi, mon pronostic, bon là, on rentre dans la prospective. Pour moi, pour la guerre en Ukraine, rien ne va changer. Il y aura sans doute une diminution du budget des USA, mais qui sera compensée par les gens de l'Union européenne. Ça ne changera pas grand-chose sur ce qui se déroule actuellement. Je ne crois pas. C'est mon pronostic. Hein, voilà, on est dans le domaine pas épique, mais voilà, c'est un peu. Par contre, au Moyen-Orient, paradoxalement, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. On pourrait avoir des surprises parce que il est plus puissant, Trump, et autant en 2016 et en 2020, il avait besoin du lobby juif pour... C'était le seul parti de l'oligarchie qui pouvait le soutenir, et puis il a fait les accords d'Abraham qui ont été sabotés complètement par le gouvernement israélien, par Netanyahou. Il en a beaucoup moins besoin aujourd'hui. Déjà, de toute façon, parce qu'il ne sera pas candidat la prochaine fois. Donc, il fera 2 mandats, il ne pourra pas se représenter. De toute façon, il sera trop vieux. Donc, il a beaucoup moins besoin du lobby juif, puis il a un soutien populaire qui est beaucoup plus large encore que l'autre fois. Et donc, il a moins besoin du lobby juif. Donc, je pense qu'on pourra avoir des surprises. Il apprécie peu Netanyahou. Et s'il fait des pressions, admettons qu'il fasse quelques pressions, même sans lâcher Israël, hein, je ne vais pas jusque-là, faut pas arriver non plus, c'est quand même différent d'un soutien inconditionnel, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, où on fait croire qu'on demande un cessez-le-feu, mais en fait on est tout à fait d'accord avec la politique, et on envoie des armes, et ses chasseurs, et ses porte-avions, etc., sur place pour participer au conflit. Si on n'est plus et s'il y a des pressions, cela peut vraiment tout changer. Hein. Ça peut vraiment tout changer parce que Israël, c'est quand même un tout petit pays qui est dans une qui se déploie dans une zone hostile, hein, et surtout avec tout le passif et surtout encore plus depuis ces dernières années. Et notamment en mer Rouge avec les Houthis. On pourrait très bien dire, ben nous on arrête le déploiement et de protéger le canal de Suez par exemple. Hein. Bon, c'est un peu étonnant, mais il peut lever le pied, même s'il ne l'enlève pas complètement, il peut changer un peu la configuration. Ça peut avoir des impacts assez importants. Pour la Chine, je pense que la guerre ne se déploiera pas là. Enfin, c'est pas Trump n'ira pas à la guerre en Chine, pour différentes raisons, parce que dépendre de la Chine, de toute façon, d'un point de vue d'approvisionnement, et encore plus de Taïwan, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Donc, ils auraient trop à perdre, donc il n'ira pas jusque-là. Donc, la guerre commerciale, mais ça n'ira pas jusqu'à la guerre militaire, je ne crois pas. Par contre, les grands perdants, ça sera l'Europe. L'Europe sera perdante dans tous les domaines. Dans le domaine militaire, dans le domaine
des échanges commerciaux. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va être encore pire puisqu'elle va mettre l'Europe encore plus sous pression et mettre sans doute des sanctions, des barrières à l'entrée sur un certain nombre de produits. Puis eux, ils continueront d'envoyer leurs produits, notamment militaires, puisque c'est les seuls qui sont acceptés. Prenez le F-35 par exemple, l'avion, eh bien toutes les armées européennes doivent s'équiper avec cet avion-là aujourd'hui, ceux qui sont dans l'OTAN. Donc on voit bien qu'il y a un monopole américain qui est là, et l'Europe va être perdante dans tous les domaines. Ça par contre, la grande perdante, c'est nous, puisque nous n'avons pas notre indépendance, et que nous sommes une colonie, et y compris dans les esprits. Il y a là aussi une des dimensions de cette crise civilisationnelle. Alors, pour conclure, pour terminer même, donc la quatrième voie, je vous renvoie vers la page dédiée du site à la quatrième voie. Donc vous trouverez toutes les vidéos, le fait que c'est un mouvement historique majeur, que c'est un tournant majeur historique. Il y a le site également viacat.net. Il y a notamment la proclamation qui explique ce que c'est que la quatrième voie en une page. Sur cette page-là, si vous c'est assez dense, mais c'est compréhensible. Normalement, ça a été rédigé pour. Toute la quatrième voie est expliquée sur cette page. Enfin, peut-être pas toute, mais enfin, l'essentiel, je dirais. Et puis, sur le site, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site, participer, rejoindre la communauté 1P6R, participer aux échanges, aux débats et mettre vos publications sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, sur la page Facebook de 1P6R. Et vous pouvez également coopérer à la rédaction de la Constitution que nous proposons. Eh bien, elle est disponible en ligne et il y aura une version, j'espère, une nouvelle version d'ici la fin de l'année, une version un peu arrêtée, d'ici la fin de l'année. J'espère qu'on arrivera à finaliser cela d'ici là. Sinon, vous avez également le livre, le roman qui est destiné aux résistants, un petit peu pour changer un petit peu de registre. Donc un roman, Le but c'est la vie, la métamorphose des moutons, que vous pouvez commander également sur le site, et ainsi que les 3 livrets du manifeste émergence. Voilà, eh bien nous en sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, bonsoir.